êtes très nombreux à suivre votre émission Buzz Sport aujourd'hui dans le bureau de Messier Alain Tsepouk Imbala, le géniteur du centre de formation Ojana et le président de l'EPFKIN, entente provinciale de football de Kinshasa. Alors nous sommes venus en ce lieu pour faire une émission, un entretien où on va parler de ces trois sujets. La participation de l'OPARE 15 au tournoi INFAC au Ghana, quel apport. Après cela, nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de choses manquantes, beaucoup de pièces manquantes, où, en termes de joueurs personnels, des joueurs ou des recrutements que la Ligue nationale de football de jeunes n'a pas aidé, on peut le dire comme ça. Et aussi, pourquoi pas, émettre aussi un avis par rapport à l'équipe nationale Event. Lui, après 20 ans, il a si à se ressaisir pour remporter le tout premier titre, le tout premier titre, voilà, du tournoi INIFAC à Brazzaville, où les hommes de Egibukasa ont su faire le nécessaire, mais ils ont trébuché à la phase finale de la Cannes Event devant l'Afrique du Sud sur un score étriqué d'un but à zéro. Là, c'était à la prolongation et pourquoi pas aussi émettre un avis par rapport aux enjeux de l'ère du football congolais. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes, nous vous disons bienvenue et vous ne serez pas déçus par rapport à cet entretien ou à cette émission où nous allons vous faire découvrir d'abord les enjeux de l'ère. Dès l'entame des yeux, puisqu'il est président de l'attente provinciale de football de Kinshasa, nous allons commencer par là, où on va émettre un avis par rapport au déroulement de ces championnats et comment ça se déroule, les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de la saison et comment ils font face à ces problématiques ou à ces fléaux du terrain. Vous savez bien que le PEFKI n'a que deux terrains, à savoir les stades Tata Raphaël et les stades des Martyrs de la Pentecôte et l'académie Les Aigles aujourd'hui, l'ex-Oudjana. D'un moment à l'autre, on peut aussi les refuser. Bon, comment ils font face à cette situation et quelles sont les démarches à entreprendre pour que demain, ils évitent ces fléaux qui gangrènent dans le milieu sportif. C'est avec lui que nous allons faire les questions des jeux et réponses. Il n'y a pas quelqu'un à présenter, je vous l'ai déjà dit, dès l'entame des jeux, il est le président de l'attente professionnelle de football de Kinshasa et géniteur du centre de formation Ojana, les centres de formation Ojana de Merci Ngimbi, de Dora, capitaine aujourd'hui détenteur de licence BECAF, aussi entraîneur au sein d'Emmanuel Maignon, Dora plutôt Ojana de Muzungu, Ojana de pas mal de joueurs et d'Alibé, aujourd'hui Ojana de Ephraim Lombo, qui est sociétaire de l'association sportive avec les B. C'est avec lui qu'on va essayer d'échanger par rapport aux enjeux de l'heure. Monsieur Alain Tsepouk, bonjour Caleb, Congo Buzz, pardon, télévision. Oui, écoutez, déjà je tiens à corriger quelque chose. Il n'y a aucune équipe qui a 5 matchs de retard. Il y a quelques équipes qui ont 1 voire 2 matchs de retard. Et nous sommes aujourd'hui à la 36e journée. Nous avons joué la 36e, donc il nous reste 2 journées pour arriver à la fin du championnat. Et les quelques équipes qui ont 1 ou 2 matchs de retard, ces matchs seront organisés justement dans les 3 prochaines semaines. Donc je disais que voilà, nous sommes à la fin pratiquement, à 36 journées jouées. D'une manière générale, je considère que ça a été un championnat qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, même si vous avez évoqué tout à l'heure le problème des terrains. Bon, nous avons 3 terrains en général, stade des Martyrs, stade Tata Raphaël, ainsi que le terrain de l'Académie des Aigles du Congo. Quelquefois, nous faisons jouer des matchs sur le terrain du centre technique Kourara. Et c'est ce qui nous a permis justement de pouvoir arriver à cette fin de championnat avec, je dirais, 95% des équipes qui ont tous leurs matchs, le même nombre de matchs, c'est-à-dire 36, et juste 2 ou 3 équipes qui ont 1 ou 2 matchs de retard. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au championnat de PEFKIN. Du point de vue organisationnel, je pense que ça s'est relativement bien passé. Il y a eu, comme chaque année, quelques réclamations au niveau de l'arbitrage. Vous savez que l'arbitrage est le ventre mou, je dirais, de notre championnat et pas seulement du nôtre.
d'une manière générale, le football en République démocratique du Congo souffre de ce problème d'arbitrage pour des raisons diverses qu'on a déjà évoquées à plusieurs reprises. Donc de ce côté-là, voilà, ça n'a pas été parfait, mais on continue à faire en sorte que ce championnat puisse se terminer dans les meilleures conditions. Puisque nous parlons de ces championnats, est-ce que vous êtes fier d'organiser un championnat par lequel d'autres dignitaires ou sociétaires parlent de tricherie? Écoutez, en général, les clubs qui se plaignent de prétendues tricheries sont des clubs qui sont dans le bas du classement et qui risquent la relégation. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on va jouer la 37e journée, lundi, comme je vous disais tout à l'heure. Demain, vendredi, il y aura des matchs sur le terrain du centre Kwarampova, donc ces matchs en retard dont vous venez de parler. Et donc voilà, la réalité c'est que je suis au courant, puisque les sociétaires me font part de leurs préoccupations. Mais je ne vais pas comme ça d'emblée condamner l'arbitrage. Bien sûr, l'arbitrage n'est pas parfait, mais de là à dire qu'il y a un favoritisme, que l'entente provinciale de football de Kinshasa favorise telle ou telle autre équipe, moi je m'inscris en faux totalement. Ce n'est pas dans ma philosophie, ce n'est pas dans ma façon de voir les choses. Si tel était le cas, l'équipe dont je suis tuteur jusqu'aujourd'hui, l'AC Oudjana, que vous connaissez très bien, ne serait pas 12e ou 13e au classement. Donc voilà, l'AC Oudjana, qui est une équipe que j'ai créée et dont je suis encore tuteur aujourd'hui, a joué un championnat dans des conditions difficiles. Que vous gérez, le championnat que vous gérez. Tout à fait, le championnat que je gère. Elle a joué dans des conditions difficiles et voilà, on est à la fin du championnat, ils sont 13e ou 12e je crois. Donc s'il y avait du favoritisme, comme vous dites, je pense que la charité bien ordonnée commençant par soi-même, j'aurais peut-être privilégié cette équipe de l'AC Oudjana, qui est une équipe qui me tient à cœur évidemment, mais ça n'a pas été le cas. Donc tout ce qui se dit favoritisme, ce n'est pas réel, ni au profit de l'AC Oudjana, ni au profit d'une quelconque équipe. Le championnat se joue sur le terrain, les équipes gagnent et perdent sur le terrain. Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, il peut y avoir des arbitres qui, par leurs erreurs techniques, commettent justement l'irréparable, dans le sens que des équipes peuvent être lésées, peuvent perdre des matchs. Mais ça, je répète, on le voit à tous les niveaux. On le voit à la Lina Foot, on le voit en Ligue 2, et on le voit dans les ententes urbaines qui sont en dessous de l'EPFKIN. Donc voilà, d'une manière générale, je dis non. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'EPFKIN favorise certains clubs. Et je répète que, d'une manière générale, c'est lorsque on sent qu'on est en difficulté, c'est lorsque l'on sent que l'on est proche de la relégation, ou lorsque l'on sent qu'on va perdre le championnat, c'est là que, en général, on sort ce genre d'affirmations, mais qui sont absolument fausses. Je veux dire, ceux qui me connaissent modestement savent très bien que je suis une personne qui a des principes et qui aime le football, le vrai, celui qui se joue sur le terrain. Et donc, loin de moi l'idée de favoriser telle ou telle autre équipe. Alors, Président, puisque... C'est une question très intéressante et difficile que nous avons déjà débattue à plusieurs reprises, je crois. Je rappelle que nous sommes une fédération amateur. Nous ne sommes pas une fédération de football professionnel. Nos clubs sont des clubs amateurs. Nos ententes et nos entités sont des entités qui gèrent un football amateur. Et de ce fait, le football amateur est un football qui a peu de moyens. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous sommes en République démocratique du Congo, où, du point de vue économique, nous avons des difficultés quand même, il faut le reconnaître. Et donc, ces difficultés impactent également le bon fonctionnement
le bon déroulement des activités sportives, du football, qui est un phénomène social, comme vous le savez. Et partant de là, on ne peut pas espérer avoir un bon football, un bon arbitrage dans ces conditions. Les arbitres sont des personnes qui viennent avec leur bagage, avec leur éducation, avec leurs principes, avec leurs valeurs. Et certains d'entre eux sont des personnes qui ont une certaine assise. D'autres sont des personnes qui ont des problèmes à nouer les deux bouts du mois, comme on dit. Donc chacun vient avec son bagage, chacun vient avec sa situation de vie. Et donc, il peut arriver que des arbitres, justement, dépassés peut-être par le poids des problèmes, commettent des erreurs. Ça, c'est une chose. S'il faut recycler, oui et non. Oui, parce que je pense que, personnellement, je pense qu'il faudrait rehausser le niveau des critères de sélection pour comme ça déterminer qui seront les prochains arbitres. Je pense que déjà, vous avez des arbitres qui ont des difficultés, par exemple, à rédiger un rapport de match. Donc ce sont des arbitres qui n'ont pas forcément, ce n'est pas une critique, mais ce sont les faits, c'est la réalité. Il y a des arbitres qui n'ont peut-être pas le niveau requis pour pouvoir justement non seulement arbitrer, mais pour pouvoir aussi rédiger un rapport de match. Donc, il faudrait peut-être élever les critères en ciblant dans les milieux universitaires peut-être, et pour s'assurer comme ça qu'on aura des arbitres qui au moins ont un bagage intellectuel qui leur permettent d'assurer le minimum. Et ça, c'est, je crois, une des stratégies qu'il faudrait que la LIFKIN devrait mettre en place pour rehausser le niveau de l'arbitrage. Il y a ensuite le reste. Le reste, vous avez parlé vous-même d'absence de partenaires, d'absence de sponsors. C'est aussi un argument que nous avons débattu à plusieurs reprises. Et je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus. J'ai déjà expliqué qu'au niveau de l'EPFKIN, depuis 5 saisons que j'y suis, je n'ai pas réussi à attirer des sponsors parce que voilà, le championnat se joue dans des conditions difficiles. Pendant la semaine, le matin, à 9h, à 11h, à 13h, compte tenu du fait que voilà, nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures sportives et donc les quelques stades ou terrains qui sont disponibles, nous les partageons avec la Ligue 2 et avec la Ligue 1. Et donc, logiquement, c'est la Ligue 1 qui est privilégiée, ensuite la Ligue 2 et ensuite tous les autres, c'est-à-dire nous et les ententes urbaines. Par conséquent, il est difficile d'avoir des sponsors lorsque le championnat se joue à des heures où il n'y a pas d'audience. J'ai déjà dit plusieurs fois que voilà, le matin à 9h et à 11h, bon, les gens ne sont pas forcément devant leur poste de télévision. Le matin à 9h et à 11h, les gens doivent aller au travail. Et donc, les gens ne s'intéressent pas spécialement au football pendant cette tranche horaire-là. C'est ce qui fait que les sponsors ne sont pas spécialement intéressés à venir à accompagner un championnat qui n'a pas de spectateurs, un championnat qui est peut-être retransmis à la télévision, mais à des heures où l'audience est très faible. C'est tout ça qui fait que voilà, les moyens sont très limités et donc les arbitres perçoivent bien sûr des frais d'arbitrage, mais ces frais sont infimes, je dirais. Et donc, si vous avez un arbitre qui a un emploi, qui a une activité en dehors de l'arbitrage, c'est très bien. Il y en a, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des militaires. Mais il y a aussi des gens, des arbitres qui n'ont pas d'occupation, qui n'ont pas d'emploi et qui dépendent uniquement de cette modeste prime d'arbitrage qui leur est allouée. Voilà un peu les raisons des difficultés que nous avons dans notre championnat et les raisons qui font que l'arbitrage est parfois discutable, et
parfois l'arbitrage n'est pas au niveau. C'est une idée très intéressante, mais qui dépend justement du budget de la fédération. Je ne connais pas le budget de la fédération aujourd'hui, ou en tout cas dans la situation actuelle. Mais effectivement, si la fédération a un budget qui lui permette de faire face à ses charges, puisque l'arbitrage, je répète, est un sérieux problème à tous les niveaux, je crois qu'il faudrait peut-être penser, et comme vous l'avez dit, l'idée que vous avancez n'est pas mauvaise. Mais voilà, au-delà de ça, je crois que la fédération a un grand travail à faire, qui est de améliorer l'environnement du football. Mais elle ne peut pas le faire seule. L'amélioration de l'environnement du football est tributaire ou dépend justement de la politique sportive, s'il y en a une. C'est-à-dire que l'État doit investir normalement dans des infrastructures. Il faut qu'il y ait plus de terrains, de football, de basket, de volley, etc. D'autant plus que nous avons une démographie galopante. Et donc, de ce fait, si l'État prend ce problème à bras le corps, ce problème de développement du sport, je pense qu'avec un nombre accru d'infrastructures sportives, de terrains de foot notamment, la fédération peut mieux organiser les choses. Je parlais tout à l'heure du championnat de Pefkin qui se joue le lundi et le mardi matin à 9h. Il ne faut pas espérer un développement de ce championnat dans ces conditions. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est faire un plaidoyer auprès du gouvernement, faire comprendre au gouvernement quelle est l'importance du sport, quelle est l'importance du football notamment, et pousser, emmener le gouvernement à consentir des investissements qui doivent être faits justement pour que la fédération, à son tour, puisse améliorer l'environnement, c'est-à-dire qu'avec plus de terrain, bien, le championnat peut se jouer les week-ends et non pendant la semaine. Donc il y aura un meilleur attrait, il y aura une meilleure audience de ces championnats, il y aura plus de monde, il y aura peut-être plus de spectateurs. Il y a le problème de la sécurité aussi dans les stades. Au niveau de l'EPFKIN, nous avons de sérieux problèmes. Dieu merci, cette année, on n'a pas eu de gros problèmes au niveau de la sécurité, mais la saison passée et les saisons précédentes, nous avons eu des problèmes avec des envahissements de terrain, avec des arbitres qui sont violentés comme ça, agressés. Et ça, c'est parce que nous n'avons pas la police. Or, la police, justement, est censée sécuriser les différentes activités de la vie des citoyens, de la vie des Congolais. Mais lorsque vous allez à la police demander des policiers et qu'on vous dit qu'il faut d'abord payer, voilà, ce n'est pas l'EPFKIN ou à la Linafoot à payer la police pour que celle-ci puisse détacher sur les différents sites une ou des compagnies ou des éléments. Ce n'est pas à nous à faire cela, c'est bien le rôle de l'État. Et donc, voilà, il faut que l'État joue sa partition, il faut que l'État fasse son travail, il faut que l'État joue son rôle et nous assurer la sécurité. Et voilà encore un autre élément qui fait que l'environnement de notre football est un environnement difficile. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. La fédération peut améliorer quelque chose. La fédération peut augmenter son budget à travers la généralisation ou la promotion ou le développement de la pratique du football. Ça veut dire que voilà, sur une population de 100 millions d'habitants, si vous avez même 5 ou 10% de cette population, c'est-à-dire 5 ou 10 millions d'habitants qui pratiquent le football de manière réglementée, c'est-à-dire à travers des championnats organisés par toutes les entités subdélégataires de la fédération, eh bien ça veut dire que la fédération, en percevant par exemple 5 dollars par saison, par an pour la licence, la fédération va se retrouver comme ça avec plusieurs millions de francs congolais, milliards de francs congolais ou millions de dollars, qui va lui permettre de mieux faire les choses, qui va lui permettre de rémunérer les arbitres, puisque c'est l'idée que vous avez avancée en parlant de la fédération camerounaise.
Donc voilà, c'est un peu ça, hein. Il faut toute une politique sportive à mettre en place. Il faut un cadre qui permette aux Congolais de pratiquer le football et tous les autres sports. Et il faut réglementer tout cela. Et voilà, comme ça, la fédération aura un budget beaucoup plus important que son budget actuel. Et elle pourra comme ça poser des actes qui iront dans le sens de l'amélioration du football d'une manière générale. Oui, vous avez dit une participation très nulle, vous avez dit de nos léopards U15 au tournoi de l'UNIFAC qui s'est déroulé au Ghana. Écoutez, permettez-moi d'inverser les rôles. Vous êtes journaliste sportif, je vais vous poser une question. Y a-t-il un championnat provincial, national, pour la catégorie des moins de 15 ans? Non. Donc, c'est tout à fait normal que sans championnat des U15, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau des ententes urbaines, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national. Donc, ce championnat des moins de 15 ans est inexistant. Donc, c'est tout à fait normal que l'équipe des Léopards, qui, je ne sais même pas dans quelles conditions elle a été constituée, aille à l'UNIFAC et retourne avec 0 victoire et une élimination. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Dans le sens où il y a des pays où les U15 jouent au niveau national, au niveau provincial, au niveau urbain, voire communal. Et donc ces équipes-là, ces nations, ces pays-là sont beaucoup plus en avance sur nous. Donc ça nous ramène un peu à ce que je viens de dire par rapport à la politique sportive. S'il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas de championnat des U15. D'ailleurs, cette saison, il n'y a même pas eu de championnat junior de l'entente provinciale de football des jeunes. Je le dis parce que l'équipe dont je suis tuteur, l'AC Oudjana, joue depuis toujours et a remporté ce championnat junior à plusieurs reprises. Eh bien, cette année, nous n'avons pas joué. Nous avons entretenu une trentaine de jeunes, d'adolescents, des jeunes de 17 ans. Ils se sont entraînés. Ils ont fait quelques matchs amicaux, mais il n'y a pas eu de championnat. Alors, dans ces conditions, Monsieur Caleb, comment voulez-vous que... D'ailleurs, c'est même pas normal d'aller au tournoi de l'UNIFAC dans ces conditions. Bon, heureusement, ce n'est qu'un tournoi de la sous-région, mais voilà, il n'y a pas de championnat et donc il n'y a pas de compétitivité des athlètes. Et donc, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent en allant au Ghana participer à l'UNIFAC alors qu'il n'y a aucun soubassement, il n'y a aucune compétitivité de ces athlètes. Bien sûr que ça démotive. Ça démotive et nous avons dépensé de l'argent au niveau de l'AC Oudjana. Nous avons une équipe des moins de 17 ans, nous avons une équipe de moins de 15 ans et ça nous coûte à peu près 80 000 francs par jour en termes de transport. 90 000 francs par jour en termes de transport. Donc voilà, tout au long d'une saison, heureusement, ils ne s'entraînent pas tous les jours, ils s'entraînent 3 fois par semaine. Mais vous avez comme ça, chaque semaine, 270 000 francs congolais qui sont dépensés pour le transport de ces jeunes-là, qui sont dépensés pour le transport et la rémunération de leurs encadreurs, pour rien. Donc bien sûr que ça démotive. Bien sûr que ça démotive. C'est-à-dire on se demande pourquoi. Pourquoi on le fait? Pourquoi doit-on continuer à le faire alors que ceux qui nous dirigent n'ont pas conscience de ce que nous faisons et n'ont pas conscience de l'importance de l'encadrement de la jeunesse? Donc oui, ça démotive, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous nous sommes engagés à encadrer la jeunesse congolaise à travers le football, parce que nous avons la passion du football, donc nous allons continuer à le faire aussi longtemps que nous avons les moyens de le faire. Puis, si un jour nous n'avons plus les moyens de le faire, on va arrêter. Mais voilà, je crois que c'est un devoir que nous avons dans ce pays. Chacun de nous a un devoir, chacun de nous a une responsabilité dans quelque domaine que ce soit. Moi, j'ai choisi le football parce que c'est ce que j'aime. Et donc, je vais continuer à le faire. Mais voilà, chacun de nous a la responsabilité de contribuer
d'une façon ou d'une autre au développement de notre pays. Parce que voilà, le pays est ce qu'il est, mais c'est le nôtre, et nous l'aimons, et donc nous avons ce devoir sacré de faire quelque chose pour faire avancer la machine, même si c'est difficile. On fait un pas en avant, parfois 2 ou 3 pas en arrière. Parfois c'est l'État même qui, au lieu de vous propulser vers l'avant, vous tire vers le bas. Mais c'est le cas du centre de formation Oudjana, qui a fonctionné pendant 25 ans, qui a développé une infrastructure que vous connaissez très bien. Le terrain qu'on appelle les Aigles du Congo, c'est l'ancien centre de formation Oudjana. Mais c'est un travail qui a été fait. C'est une organisation qui était là et qui, vous avez cité vous-même des joueurs, Marseille, Luzolo, Muzungu et d'autres, Dora, entraîneur, vice-entraîneur adjoint à Maniema, plus, oui, exactement, nous avons contribué pour cela, c'est-à-dire que nous avons permis à ce garçon, en payant ce qu'il avait à payer, d'obtenir une licence D, C, B. Et donc voilà. Dernièrement, vous avez parlé du joueur qui est dans l'AS Vita Club, Ephraim Lombo. Voilà. Vous avez une organisation qui faisait un travail de la plus grande importance. Et pourtant, c'est le ministère des Sports qui a mis fin aux activités de cette organisation. Parce que c'était une organisation. L'académie, le centre de formation Oudjana, c'est-à-dire toutes les équipes d'âge de 6 ans à 20 ans, l'AC Oudjana, ensuite le championnat du cercle de football des jeunes de la Gombe que j'ai créé en 2009, que j'ai dirigé jusqu'en 2020, avec 3 championnats, U13, U15, U17, 40 équipes pour les U17, 20 équipes pour les U15, 20 équipes pour les U13. C'était toute une machine. Et c'est le ministère des Sports qui a mis un terme à tout cela. Donc, je disais que c'est un devoir sacré, permettez-moi de me répéter, parce que si l'État, à travers son ministère, à travers ses ministères, en fonction des différents domaines, ne fait pas toujours ou ne fait pas ce qu'il y a à faire, eh bien c'est à nous à le faire. C'est la raison pour laquelle voilà, le centre de formation Oudjana existe encore, évolue difficilement dans une infrastructure qui n'en est pas une, sur un terrain sablonneux ou zélotique. Mais voilà, on est encore là, des enfants viennent, on essaye de les encadrer, on essaye de continuer à leur enseigner le contrôle de balle, le contrôle orienté, la passe, le dribble, dans des conditions difficiles, mais on continue à faire le job, et bon, on espère que l'avenir va nous sourire, et qu'on redeviendra un jour ce que nous avons été. Vous savez, ici, chez nous, on dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas, je ne crois pas. L'équipe nationale U20, avec l'entraîneur Guy Boukassa, que je connais très bien, et pour qui j'ai beaucoup de considération, je ne pense pas qu'il y ait ce genre de pratique. Je ne pense pas qu'il y ait eu ce genre de pratique. Donc voilà. Peut-être qu'il y a eu, peut-être probablement qu'il n'y a pas eu. Maintenant, vous avez commencé cette émission en fustigeant le favoritisme à l'EPF Kin. Je vous ai répondu en disant qu'il n'y a pas de favoritisme à l'EPF Kin, dans le sens que ce n'est pas dans notre vision de favoriser telle ou telle autre équipe. Et j'ai d'ailleurs pris l'exemple de l'équipe dont je suis tuteur, qui termine le championnat à la 12e ou 13e place, ou 14e, bref. Donc, non loin de la zone relégable. Donc je pense que au niveau de l'équipe nationale des moins de 20 ans, pour une compétition qui s'est qualifiée pour une compétition comme la CAN des U20, avec un staff technique dirigé par une personne comme Guy Boukassa, je ne pense pas, vraiment, ça c'est mon point de vue, qu'il y ait eu ce genre de pratique. Maintenant, nous avons entendu d'autres choses, évidemment, par rapport au budget de cette équipe nationale. Si vous voulez, on peut parler de ça. Mais parler de corruption, parler de 10%, c'est-à-dire que les athlètes, si j'ai bien compris, doivent donner 10% de leur prime
à un ou aux membres du staff technique. Je crois que c'est de ça que vous parlez. Bon, moi, personnellement, je n'y crois pas. C'est beaucoup trop... le niveau de la compétition est beaucoup trop élevé pour que le staff technique ou les accompagnateurs prennent ce risque-là. Et puis non, vraiment, je ne crois pas en cela. Voilà. Bon, encore une fois, c'est comme pour les 10% dont on vient de parler. Il faut faire attention à ce genre d'affirmation. Les personnes qui ont parlé de cela, à ma connaissance, n'ont produit aucune preuve. Donc il faut faire attention à cela. Maintenant, moi, je peux donner mon point de vue et je peux parler de mon expérience par rapport à ça. Effectivement, 836 000 dollars pour un stage en Tunisie de 12 jours, ça me paraît excessif. Ça me paraît excessif parce que l'AC Ujana a participé à 2 reprises, en 2016 et en 2017, au tournoi de Viareggio, qui est un tournoi junior qui se joue en Italie avec des grosses équipes. Et voilà, le budget que nous avons dépensé pour la participation de 23 athlètes plus 7 membres, 7 accompagnateurs, 7 membres du staff, y compris moi-même, le président de l'AC Ujana à l'époque, était de 250 000 dollars. C'est-à-dire pour partir 3 semaines en Italie, acheter des billets d'avion, loger l'équipe, déplacer l'équipe, donc louer des bus, louer des terrains pour s'entraîner, acheter des équipements, etc., etc., nous avons dépensé, je répète, 250 000 dollars en 2016 et 250 000 dollars en 2017. Voilà pourquoi je dis que 836 000 dollars pour 12 jours de stage en Tunisie, ça me paraît excessif. Et donc, oui, si effectivement c'est ce montant-là qui a été décaissé, il y a peut-être lieu de faire un audit, de demander aux personnes qui ont géré ces fonds-là de rendre des comptes, de justifier les dépenses, lesquelles dépenses doivent être justifiées avec des pièces justificatives, justement. Lorsque vous allez loger une semaine ou 12 jours à l'hôtel, ben, vous avez des factures pour l'hébergement, pour la restauration, pour la location des bus, etc., etc. Donc voilà, il faut, si c'est le cas, si c'est vrai que cette somme faramineuse a été décaissée, eh bien, il faut exiger, je crois, que les gens qui ont eu ces sommes se justifient. Voilà ce que je peux dire à ce propos. Les noms cités, sans citer les noms, quel doit être le profil des prochains animateurs de ces différents types pour amener nos différents championnats, nos différentes ligues au haut niveau et attendre des résultats positifs là. Le profil doit être. Écoutez, vous avez cité des noms, plusieurs noms. Je pense que si ces personnes-là ont jugé bon d'être candidats pour ces différentes entités, c'est que voilà, elles remplissent les critères. Il y a des critères d'éligibilité qui sont déterminés par la fédération ou par par les statuts de la fédération et le code électoral, c'est ça. Donc voilà, ces personnes sont en droit de se porter candidat pour occuper tel ou tel autre poste. Moi-même, je me suis porté candidat il y a 5 ans pour être président de l'EPFKIN. Donc voilà, parce que je remplissais les critères. Maintenant, quel doit être le profil? Mais écoutez, notre football, je suis même certain, est au plus bas aujourd'hui. Notre football, pour plusieurs raisons, a de sérieuses difficultés. Donc, le profil des gens qui vont diriger le football congolais à travers les ligues et la fédération, justement, doit être un profil de visionnaire. Des gens qui aiment le football, qui ne sont pas arrivés là ayant été parachutés, mais qui sont arrivés dans le football et qui sont connus pour avoir fait des choses dans le football. Je pense que c'est ça. Il ne suffit pas d'avoir été dirigeant. Vous avez été dirigeant, mais
qu'est-ce que vous avez apporté concrètement? Quelle est la plus-value que vous avez apportée au football congolais? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et ce sont les questions qui doivent déterminer, je crois, le profil des dirigeants. Donc il faut des visionnaires, des gens qui ont l'idée ou la vision de nous emmener vers, peut-être pas vers le professionnalisme, mais vers un semi-professionnalisme. Donc ce sont des gens qui doivent avoir quelques compétences de management, quelques compétences de marketing, quelques compétences de relations publiques, qui doivent avoir un carnet d'adresses, des gens qui doivent avoir un certain poids, socialement parlant, professionnellement parlant. Donc c'est ça le profil, des gens qui, d'une manière certaine, sont connus pour avoir fait des choses, pour avoir permis à leur niveau au football d'avancer, et qui ont des compétences avérées dans ces différents domaines que je viens de citer. Voilà, à mon avis, quel doit être le profil, outre les qualités humaines de base, c'est-à-dire l'intégrité. L'intégrité, le sérieux, la répulsion contre tout ce qui est les dessous des tables, la corruption, tout ça. Nous avons besoin de personnes intègres, d'une intégrité irréprochable. Parce que voilà, comme je disais, le football est au plus bas et nous avons besoin de personnes qui vraiment vont venir réellement pour apporter quelque chose au football et non pas, comme c'est souvent le cas, de personnes qui viennent au football parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire. Nos entités sont pleines de ce genre de personnes qui malheureusement n'ont rien à apporter. Donc voilà un peu quel doit être le profil, et j'espère que au-delà du profil des candidats, les électeurs, la responsabilité revient aux électeurs. Parce qu'il ne faut pas toujours se plaindre, ouais, la fédération ici, et la ligue là-bas, et le président X, et le président Y. Mais ce sont les électeurs qui votent. Donc les électeurs doivent prendre leurs responsabilités. Les électeurs à tous ces niveaux, Ligue nationale et fédération, doivent absolument se rendre compte que nous sommes à un tournant. Nous avons rendez-vous avec l'histoire du football congolais. C'est-à-dire qu'à travers les prochaines élections, nous aurons, si nous votons pour les bonnes personnes, eh bien nous donnerons une chance à ce football que nous aimons tant et que nous critiquons tant. Nous donnerons une chance de pouvoir connaître de lendemains meilleurs, donc de connaître un développement. Donc voilà un peu ce que je peux. Dans 3 mois, les joueurs n'auront pas de compétition dans les jambes, puisque ces joueurs sont issus du championnat de la Lina Foot. Le championnat de la Lina Foot va s'arrêter dans les prochaines semaines, puisque nous sommes déjà à la phase des playoffs. Donc voilà, il y a lieu de prendre toutes les dispositions. Nous irons à la CAN. Ces 2 dernières saisons, le championnat de la Lina Foot s'est déroulé dans des conditions acceptables, je dirais, contrairement aux saisons précédentes où le championnat s'arrêtait. Donc cette saison, cette année, pour ce CHAN qui arrive, je pense que nous sommes dans les conditions de pouvoir participer et pouvoir obtenir des résultats aussi. Il va falloir juste bien faire les choses, considérer ce que je viens de dire, entre autres, c'est-à-dire la fin du championnat de la Lina Foot, la période de repos et la période de préparation, pour que justement ces joueurs n'arrêtent pas totalement de jouer à la fin du championnat, mais qu'ils aient une période de repos tout en faisant un travail de maintien de leurs conditions physiques. Je crois que c'est ça le grand travail à faire, le grand défi, et pour cela, il est important justement que l'entraîneur soit présent. Enfin, je ne sais pas, vous avez dit qu'il n'est pas présent, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pour quelle raison il n'est pas présent. C'est bien l'entraîneur Otis Ngoma, n'est-ce pas? Donc voilà.
S'il n'est pas présent, il va arriver, parce que tel que je connais, connaissant bien M. Otis Ngoma, c'est quand même un monsieur sérieux et un monsieur responsable, et donc il connaît son boulot. C'est pas pour rien qu'il a été choisi pour être entraîneur de cette sélection. Donc il va revenir bientôt, je n'ai aucun doute de ça, et il va faire le travail qui s'impose. Merci à vous, merci à Congo Buzz Télévision et aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Le message que je tiens à lancer, c'est un message d'espoir, d'espoir sportif. Voilà, nous avons une population jeune, avec énormément de potentialité, donc je lance un message d'espoir qui j'espère sera entendu par nos autorités pour qu'elles prennent à bras le corps ce problème du développement du sport d'une manière générale, du développement des infrastructures, pour que le travail qui soit fait, qui doit être fait, se fasse réellement. Et je les inviterai aussi à procéder à une catégorisation des priorités, je dirais. Je dis ça parce que j'ai entendu parler récemment des jeux congolais. Voilà, je considère pour ma part que les jeux congolais ne sont pas une priorité. La priorité, c'est investir dans le développement des infrastructures, c'est investir dans le développement de l'administration des fédérations sportives, pour que celles-ci fassent le travail. Je viens de dire que nous n'avons pas eu de championnat U15, pas de championnat U17. C'est la même chose dans les autres disciplines. Il n'y a pas de championnat national de natation que je sache, ou de handball, ou d'escrime, alors que je sais qu'il y a une fédération d'escrime dans notre pays. Donc voilà, c'est ça le travail qu'il faut faire. Il faut emmener les fédérations, renforcer les capacités de ces fédérations pour que les disciplines sportives soient réellement pratiquées dans notre pays. Allez, vous étiez très nombreux à nous suivre et à suivre cette entrevue avec M. Alain Tsepo Kimbala, président de la tête provinciale de football de Kinshasa et aussi géniteur du centre de formation Ojana et faiseur des stars et faiseur aussi des dirigeants parce qu'aujourd'hui, il a aussi créé des dirigeants. Si je peux aussi citer quelques-unes, il y a Ben Deva qui était venu comme entraîneur, aujourd'hui les dirigeants secrétaires. Donc, les élections approchent au niveau de la Fédération congolaise de football association, Ligue de football de jeunes, Ligue de football féminine et la Lina Foot. Alors, nous vous demandons de faire un très bon choix qui va permettre à ce que le football congolais évolue. Alors, quand ce buzz, c'est sur Buzz Sport. Quand ce buzz, c'est sur Congo Buzz Télévision. Alors, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Congo Buzz Télévision. Et quant à moi, je vous retrouve déjà le mardi prochain. Alors, portez-vous bien. Au revoir.